Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est revenir sur un complément d'une première vidéo que j'avais faite sur les appareils photo. Je conseillais pour les gens qui commençaient la photo et qui voulaient s'acheter du coup du matériel pour bien démarrer. Et en gros, ce que j'avais essayé de mettre en perspective, c'était le fait que quand on commençait à investir dans du matériel photo, il fallait que c'est une certaine continuité. Et que du coup, bah voilà, j'avais expliqué pourquoi il fallait acheter tel truc et éviter tel autre truc. Et notamment, ce que j'avais dit d'éviter, c'était les réflexes. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les réflexes, c'est vraiment pas bien et pourquoi du coup, je conseille absolument pas les réflexes. Je vais aussi revenir sur le fait que j'avais dit que les moyens formats, c'est bien, mais j'en parle pas parce que voilà. Là, je vais en parler un petit peu vite fait. Et puis, je vais parler aussi du marché de l'occasion parce que je ne conseille pas spécialement le marché de l'occasion. Je vais pointer du doigt justement des problèmes qu'il y a sur le marché de l'occasion et qui font que bah, finalement, moi, je préfère acheter du neuf que de l'occasion parce que tu vas voir, c'est assez chelou, mais c'est un peu biaisé quoi. Donc, on va d'abord voir ensemble les problèmes du réflexe, enfin les faiblesses du réflexe par rapport à l'hybride. Donc il y en a plusieurs, j'en ai noté, ça fait quoi? Ça fait 6 principaux. Alors d'abord on va parler du viseur. Donc sur un réflexe, le viseur c'est un jeu de miroir. Donc ça veut dire que quand tu regardes dedans, tu vois en fait la lumière qui rentre dans l'objectif. Ce qui fait que bah, si tu regardes vers le soleil ou une lumière aveuglante, ça va dans ton œil. Donc il y a un peu une sorte de dangerosité en fait. Mais bon, c'est même pas ça qui est important. Surtout c'est que comme c'est un viseur électronique sur les hybrides, en fait, tu as une preview, tu vois en avance la photo, la luminosité que tu auras sur ta photo. Chose que tu n'as pas évidemment avec les réflexes, puisque tu vois directement la lumière qui rentre dans l'objectif, quoi. Et tu vois pas l'image qui va sur le capteur, tu vois directement la lumière qui rentre dans l'objectif. Donc c'est plus intéressant d'avoir un viseur électronique, c'est plus lumineux déjà aussi, tu vois mieux. Et surtout, tu as une prévisualisation donc, de ce que tu vas pouvoir prendre en photo. Donc ça, bah, ça change tout parce que quand tu fais tes réglages sur ton appareil, sur ton boîtier, bah, tu prévisualises directement à peu près le rendu de la photo, quoi. Donc vraiment génial. Moi personnellement, j'ai jamais eu de réflexe à moi et j'adore les hybrides, quoi. Je trouve que c'est juste trop bien cette fonction-là. C'est dommage de s'en passer déjà. Voilà. Ensuite, tu as le vari-angle. Donc le vari-angle, c'est pas disponible du tout sur les réflexes, ça n'existe pas. Et sur les hybrides, c'est quasiment devenu un standard. Il y a juste quelques marques qui boudent encore un peu le système, genre les moyens formats. Ils sont pas encore à la page là-dessus. Et puis tu as aussi la Nikon par exemple, qui ne fait que les variangles que sur leurs 3 derniers boîtiers. Sur les autres, ils étaient encore avec leur ancien système. Mais voilà, ils se mettent à la page, ils ont compris finalement que les gens ils préféraient l'écran variangle. Donc je vais t'expliquer pourquoi l'écran variangle c'est tellement mieux évidemment. Tout simplement, premier point, tu peux retourner l'écran pour le protéger. Donc si tu ne veux pas utiliser ton écran à l'arrière, tu peux le faire. Et tu peux n'utiliser du coup ton boîtier que avec ton viseur. Ce qui fait que en même temps tu protèges ton écran des rayures, des chocs, et puis il reste éteint aussi, donc de la durée de vie. Donc voilà, en termes de durée de vie du produit, hein, c'est vraiment mieux un variant. Déjà, juste pour ça, juste le fait que tu puisses retourner l'écran et le protéger, bah, c'est vraiment mieux, quoi, tout simplement. En plus, il n'est pas allumé et il est protégé en même temps. Donc, enfin, vraiment, rien que ça, c'est déjà un argument à lui tout seul. Mais en plus, c'est un variant. Donc, peu importe que tu mettes ton appareil photo en mode portrait ou paysage, que tu veuilles faire une plongée, une contre-plongée à ras du sol ou quoi que ce soit, mais que tu veuilles faire un mode vlog où tu as un retour tu mets l'appareil photo pour te filmer toi-même. Tout ça, l'écran, bah, tu pourras le voir en même temps en fait. Donc tu n'as plus besoin de ton viseur en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des photos, dont moi d'ailleurs, sans regarder dans le viseur systématiquement, justement pour aller chercher des angles de prise de vue qui sont différents. C'est-à-dire, si tu veux faire un angle de prise de vue où c'est à hauteur de taille, l'appareil photo, bah, tu n'as plus besoin de te mettre à genoux, tu as juste besoin de baisser les bras et de tourner l'écran pour le voir. Bon, ça, tu peux faire ça avec les réflexes. Enfin, certains réflexes qui ont l'écran qui bouge vers le haut, vers le bas. Mais voilà, c'est pas hyper flexible. Donc évidemment, les hybrides avec variangle, c'est largement supérieur. Notamment, comme je disais, par rapport à la durée de vie et le fait que tu puisses protéger l'écran des rayures, etc. en le retournant. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point de pourquoi les réflexes, c'est de la merde. Ensuite, le processeur. Donc les processeurs qui sont mis dans les appareils photo, dans les boîtiers hybrides aujourd'hui, dans les dernières générations surtout, c'est des processeurs en fait qui sont
trop puissants par rapport à ce qu'on leur demande. Voilà, là, quand tu achètes le Z6 III, par exemple, le processeur est surdimensionné en termes de puissance par rapport à ce on lui demande. Mais c'est fait exprès. Et du coup, c'est la nouvelle norme qui est en train de s'installer, de mettre des processeurs qui ont largement la capacité d'évoluer, en fait. Ils ont largement la puissance de gérer des nouvelles applications qu'on va leur donner avec des mises à jour. Et ça, t'as pas ça du tout, c'est pas pensé comme ça, parce que là, ils pensent ça maintenant parce qu'il y a les IA qui débarquent et tout ça. Donc les autofocus gérés par les IA ou que sais-je, tu vois, ça va débarquer dans quelques années pour les hybrides. Et donc au lieu de devoir refaire un boîtier avec une nouvelle puce, bah, ils ont mis directement, maintenant ils commencent direct à mettre des puces qui sont prêtes pour progresser. C'est un peu comme les ordinateurs en fait, quand tu achètes un ordinateur, bah, tu achètes une puce, je sais pas moi, quand tu achètes une console, typiquement c'est ça, tu achètes une console qui est la puce, le processeur, tu pourras pas le changer, donc il est bloqué pour une certaine puissance, ou les Mac aussi c'est comme ça, c'est bloqué pour une certaine tâche, et puis à partir d'un moment où c'est dépassé, si tu veux accéder à des nouvelles technologies, tu dois tout changer d'un coup, tu vois. Donc voilà, ça c'est le modèle du réflexe, c'est vraiment comme ça aussi. Alors que justement, les nouveaux boîtiers en hybride, ils sont pensés plus comme des PC, c'est-à-dire qu'on a de la marge pour encaisser, et puis bon, c'est pas non plus comme un PC où tu peux littéralement changer ta carte mère et faire évoluer les trucs comme tu veux. Mais voilà, dans l'idée, il y a un peu de ça quand même, c'est-à-dire qu'on prévoit de la marge pour qu'on puisse accepter plus de, plus de ressources, enfin des trucs plus gourmands en puissance, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. C'est des processeurs qui sont prévus, hein, c'est donné, c'est dit par les constructeurs. Ils prévoient donc que les processeurs soient capables de supporter des mises à jour gourmandes, etc. en ressources. Donc voilà, ça déjà bah, c'est génial parce que ça veut dire que les futures technologies, tu vas pouvoir les avoir sur un boîtier que tu as acheté aujourd'hui par exemple. Bah, si le processeur est adapté pour ça, évidemment, il faut se renseigner. Ensuite, tu as l'obturateur. Donc, les obturateurs sur les réflexes, c'est des obturateurs mécaniques. Rarement, tu as un obturateur électronique. Sur le D6 Nikon, par exemple, là, tu l'as. Tu as un obturateur électronique. Mais en termes de vitesse de prise de vue en mode obturateur mécanique ou électronique, je sais pas. Enfin bref, c'est bridé genre à 1 8 millième, je crois qu'il fait le D6. Alors que si tu prends par exemple le R8 qui a 1400 € neuf, donc c'est en fait c'est un entrée de gamme dans les full frame, lui il fait un 16 millième. Donc en fait tu as des boîtiers maintenant qui valent, ça fait quoi? Ça fait un sixième du prix d'un D6 et qui font des meilleures performances de rapidité d'obturation, quoi. Pour la vitesse d'obturation est plus rapide sur des boîtiers à 1000 $, enfin 1000 € par rapport à des boîtiers comme le D6 qui peut être vendu neuf à plus de 6000 €, tu vois. Donc voilà, ils sont déjà à la masse, et c'est tout neuf, ça vaut 6000 € et c'est déjà battu par des boîtiers entrée de gamme. Voilà, donc les obturateurs électroniques, c'est vraiment mieux. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi, parce que ceux-là, la plupart, comme je te dis, des réflexes, ils ont obturateur mécanique. Bon, bah, un obturateur mécanique, c'est une durée de vie, quoi. C'est genre, je sais pas, on va dire 400 000 déclenchements, et après, ça reste de casser. Bon, ça se répare pour pas trop cher, mais ça coûte quand même 200 balles ou 400 balles, je sais pas, tu vois, c'est un coût à réparer, quoi. Maintenant, sur certains boîtiers comme le Z9, il n'y a plus du tout d'obturateur mécanique, et de toute façon, sur tous les hybrides, tu as l'obturateur électronique disponible. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est ne faire que des boîtiers, que des photos avec déclenchement électronique, obturateur électronique, et du coup, en fait, tu n'utilises pas ton obturateur mécanique, donc tu rallonges la durée de vie. Et justement, sur le Z9, par exemple, j'ai entendu un gars de chez Nikon dire ça, que bah, il savait plus trop dire maintenant la durée de vie, quand est-ce qu'est arrivée la première panne sur les boîtiers, parce que vu qu'il n'y a plus d'obturateur mécanique, il y a plus une panne qui arrive au bout de 500 000 déclenchements, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un autre point. Autre point encore, c'est l'autofocus. Alors évidemment, l'autofocus, si t'as pas suivi les hybrides, ils ont enfin surtout les derniers modèles, enfin c'est Sony et chez Canon, en tout cas ils sont irréprochables. Les autres, ils ont encore des progrès à faire, mais voilà, ils sont à peu près tous hyper performants par rapport à du réflexe. Les autofocus, c'est une blague, t'as même plus besoin de regarder ce que tu cadres, ça fait la photo parfaite à tous les coups, tout le temps, sans que tu aies besoin de gérer ton focus ou quoi, tu vois, c'est vraiment ultra performant, etc. Donc en termes de réussite de photo, bah, tu te retrouves plus à faire des séries où tu veux photographier des oiseaux en plein vol, où toutes les photos sont floues, et tu vas te retrouver avec des séries où toutes tes photos ou presque sont nettes, quoi. Donc ça, c'est quand même une grosse avancée, et nier ça
c'est vouloir vraiment faire l'autruche, quoi. Voilà. Et trois derniers points, en fait, pour enterrer le réflexe, c'est les objectifs. Donc les objectifs, évidemment, ils vont aussi avec des autofocus plus performants. Je sais pas si tu es au courant, mais quand on est passé du réflexe à l'hybride, ils ont changé, les constructeurs ont tous changé leur monture. Donc ça veut dire que c'est des nouveaux objectifs qui sont plus performants, qui sont plus capables de réagir par rapport aux nouveaux autofocus, plus exigeants, etc. Tu peux mettre maintenant aussi des mises à jour sur tes autofocus, sur les objectifs, justement en rapport souvent avec l'autofocus. Évidemment, bon, les traitements des verres, etc., la technologie avançant dans le temps, on peut s'attendre aussi que les objectifs soient de meilleure qualité. Et puis voilà, tout un tas de raisons qui fait que forcément les objectifs les plus récents sont plus intéressants que les plus anciens. Et c'est surtout pour faire de la photo, quoi. Voilà, tout simplement. Des objectifs de meilleure qualité qui sont avec des nouvelles montures. Donc tu peux toujours utiliser, sur un hybride, tu peux toujours utiliser les objectifs qui étaient faits pour les réflexes. Par contre, sur les réflexes, tu peux pas utiliser les objectifs qui sont faits pour les, euh, pour les hybrides. Ou peut-être que tu peux avec une monture tierce, mais bon, t'auras jamais l'accès aux technologies, quoi. Parce que de toute façon, le réflexe n'est pas capable de faire des super autofocus, etc. Donc ça sert un peu à rien. Donc voilà, et puis en termes de revente aussi des objectifs, ben, ça pose question, parce que là, aujourd'hui, déjà, le marché s'effondre, mais il a un peu du mal, les gens ils digèrent pas trop, quoi. Faut faire le deuil et c'est pas encore bien fait. Donc le truc c'est que tu peux imaginer que quand tu t'achètes un appareil photo, c'est pour le changer dans quelques années, parce que les appareils photo ont une durée de vie. J'en parlais avec ChatGPT il y a pas longtemps, lui il me dit qu'actuellement les appareils photo, il faut compter à peu près 2 ans pour qu'il y ait une nouvelle version qui sorte. Genre le Z6 II au Z6 III, ChatGPT, il me dit il y a 24 mois qui se sont passés pour qu'il y ait une nouvelle version, et puis il m'a donné d'autres exemples. Donc lui, sa conclusion, c'était qu'il fallait à peu près s'attendre à des nouvelles versions tous les 2 ans. Bon, moi, je suis plutôt, de mes observations, à dire que ça serait plutôt 4 ans en moyenne. Mais bon, après, qui a raison, je sais pas, hein. C'est sans doute pas moi parce que j'ai pas fait l'analyse complète, et c'est sans doute pas ça le GPT non plus parce que c'est une intelligence artificielle. Mais voilà, qu'on peut imaginer au moins que entre tous les 2 et 4 ans, il y a un nouveau boîtier qui sort, et peut-être avec des nouvelles technologies ou des trucs assez intéressants, mais ça sera toujours avec les mêmes montures, évidemment, hein. Ils vont pas changer les montures tous les 2 ans, puisque quand tu fais de la photo, évidemment, tu achètes plein d'objectifs avec une monture donnée, et tu changes le boîtier régulièrement. C'est ça, tes objectifs, tu les gardes, et tes boîtiers, bah, ils évoluent avec le temps, quoi. Donc évidemment, la question se pose de qu'est-ce que tu vas faire de tes objectifs pour réflexe dans 10 ans. Et combien ils vendront sur le marché si tu en achètes aujourd'hui, parce que je sais pas, tu décides de t'acheter le D6 d'occasion, tu dois acheter des objectifs pour le D6. Qu'est-ce que tu vas en faire dans 10 ans de ces objectifs? Combien ils vendront sur le marché? Pas grand-chose par rapport à, justement, si tu achètes à la place le Z6, qui est moins cher en plus, et qui est mieux. Et du coup, là, par contre, tes objectifs, bah, si imaginons tu veux les revendre, bah, ils seront toujours sur le marché, ils auront toujours beaucoup plus de valeur parce qu'ils seront avec la monture du moment. Donc voilà, ça c'était les principaux points forts de l'hybride par rapport au réflexe, hein. On pourrait dire qu'il y a un point fort pour le réflexe, c'est que la batterie a une plus longue durée de vie, vu qu'il y a moins d'électronique embarquée. Voilà, l'autofocus, comme il y a quasiment un autofocus de merde dessus, bah du coup, évidemment, tu utilises moins la batterie, hein. Et puis, t'as pas le viseur aussi, c'est pas un viseur électronique, donc ça consomme moins d'énergie. Et puis voilà quoi. A priori, c'est ça la seule force. Mais est-ce que vraiment c'est un argument? Moi, perso, je n'accepte pas cet argument de dire c'est mieux parce que la batterie elle tient plus longtemps, hein. Une batterie, ça vaut 100 balles. Au pire, vraiment, si tu as des galères de batterie, tu dépenses 100, 200, 300 balles, et puis tu as un jeu de batterie pour tenir largement la journée, tu vois. Donc, c'est pas vraiment recevable de se brider à ce point-là juste parce que tu veux pas dépenser 400 balles pour des batteries, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, en gros, voilà. N'hésite pas en commentaire à me dire si t'es pas d'accord et pourquoi le réflexe est supérieur. Parce que moi, je cherche toujours, hein. Donc voilà. Ça, c'était donc pourquoi le réflexe c'est de la merde et pourquoi c'est à fuir.
On va parler maintenant d'un autre truc aussi qui est assez intéressant, parce que en gros, moi, s'il y a vraiment... Allez, on va dire que je suis un fou, dans ma tête, change la vie, et je vais m'acheter un boîtier réflexe. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une bonne affaire. Après, je vais te montrer le fait que c'est pas des bonnes affaires, les occasions très souvent, mais on va imaginer que voilà, je suis pas trop au courant. Je vois le D5 à 1 500 euros, l'appareil photo neuf il vaut 5 000 euros. Je me dis, oh là, c'est une bonne affaire ça. Il a des capacités de faire des photos aussi bonnes que le D6 qui vaut 7 000 euros neuf. 1 500 euros, ça a l'air vraiment d'être très bon, tu vois. Je me dis, voilà, j'achète un petit objectif à 1 000 euros dessus, ça me fait 2 500 euros, 3 000 euros. J'ai une tuerie, en vrai, la machine, c'est une tuerie, tu vois. Et alors, ce qui est intéressant sur un D5, c'est principalement, en fait, c'est sa capacité à gérer les ISO, hein. C'est des boîtiers qui sont faits pour la photographie animalière, principalement. Donc, c'est ultra waterproof et tout ça. Et puis, c'est très capable en basse lumière. Bah, du coup, là, moi, maintenant, en fait, même ça me motive pas. Justement, pour tout ce que je t'ai expliqué, notamment les autofocus, hein, parce que bah, l'autofocus, quand tu fais enfin, un bon autofocus quand tu fais de la photo animalière, ça change la vie. Et là, du coup, bah là, c'est un no-go, hein. J'essaie d'y croire, j'arrive pas. Voilà, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est si éventuellement tu te dis, je veux ça parce que capacité à faire de la belle lumière, à bien gérer à avoir une bonne plage dynamique, hein. Là, c'est des appareils photo avec des bonnes plages dynamiques. D'ailleurs, les hybrides aussi ont les Z9 et tout. Là, le haut du panier ici, ça a des super plages de dynamique de genre 15 IL et tout ça. C'est assez énorme. Mais regarde les prix, quoi, c'est hyper cher. Et justement, là, maintenant, je vais parler vite fait des moyens formats. Parce que bah, si tu regardes les moyens formats, pour les mêmes prix, à peu près, même moins cher, hein, moi, par exemple, ce genre de boîtier-là à 2000 3000 balles, je pense que en termes d'IL, ça bat un Z9 qui tu peux trouver d'occasion apparemment à 4000 balles. Tu vas l'avoir sans doute en meilleur état, ces appareils photo là, parce que en général, c'est des boîtiers qui se traînent dans des studios, ça, alors que les autres là, c'est des boîtiers. Merde, les autres, c'est là. Ces boîtiers là, c'est plutôt des boîtiers d'extérieur, tu as sport, etc. quoi. Et voilà, tu as la même plage dynamique là-dessus. La qualité de l'appareil photo en lui-même sera sans doute supérieure. Et tu as une meilleure résolution aussi, parce que le capteur il est plus grand, donc évidemment, plus le capteur est grand, plus la résolution est bonne, hein. C'est comme pour les télescopes spatiaux. Spatial ou spatiaux? Télescope. Bon, bref. Spatial, il me semble, hein. Et donc, bah, c'est juste mieux parce que la résolution est supérieure. Donc, ça veut dire que tu fais des super photos. C'est voir trop bien, en fait. On va pas se mentir. Mais voilà, si tu as cette exigence de vouloir une bonne résolution et des bonnes capacités à gérer vraiment une très bonne plage dynamique, bah personnellement, tu vois, moi je partirais beaucoup plus facilement sur un de ces deux appareils photo là, par exemple, que sur un appareil photo comme le Z8, tu vois. En termes de prix, un Z8 à 4000 euros ou un... Il est où celui-là? Ou un GFX à 2000 € plus un ou deux objectifs dessus. Tu vois, ça me fait le même prix. Non, c'était celui-là, je regardais. Tu vois, un ou deux objectifs là-dessus, ça peut me coûter 4000 €. Ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte le même prix, mais là, j'ai deux objectifs. Et en termes de plage dynamique et de résolution, je serais largement supérieur. Donc après, évidemment, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec. Mais bon, en général, j'ai cru comprendre, hein, que ceux qui achetaient les Z8, ils voulaient de la haute résolution et de la plage dynamique intéressante. Bah, du coup, moi, je trouve que c'est pas intéressant ces boîtiers. En fait, le seul intérêt qu'ils ont, c'est presque c'est presque le fait qu'ils aient une moins bonne résolution, ce qui fait que pour le post-traitement, en fait, ça, c'est presque trop performant, en fait. T'as tellement de détails et tout ça là, que ça peut un peu être choquant, quoi. C'est-à-dire que tu vois tous les pores de la peau, etc. Mais bon, personnellement, moi, il n'y a pas photo entre un Z8 et ça, je pense à 100 fois, tu vois. Mais cependant, je déconseille pas ces appareils photo-là à aucun moment, hein, parce que la résolution est quand même extrêmement bonne. Elle est proche elle est assez proche en fait de ce que voit l'œil humain à peu près quand il a 1 mètre d'un sujet, un truc comme ça. Donc voilà, le moyen format a une résolution supérieure à l'œil humain en fait, à la même distance en fait. Le moyen format a une meilleure résolution. Mais la plage dynamique de l'œil humain est supérieure quand même. Donc bref, ça reste du coup des très bons appareils photo et c'est l'intérêt qu'il y a surtout, c'est qu'ici il y a du choix. Tu peux commencer avec des boîtiers vraiment pas chers, par exemple le R8 là qui est une tuerie et qui coûte 1400 € neuf actuellement. Bon bah voilà, c'est super intéressant, c'est pas cher. T'as les objectifs machin, t'as super autofocus, enfin t'as tout ce que
je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu l'as pour 1300, 1400 euros. Et puis du coup, après, quand tu vas vouloir changer de boîtier, tu pourras partir sur les Canon R5 ou les Canon R1 qui va sortir bientôt, ou que sais-je, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est évolutif. Et surtout, ça reste globalement plus abordable, en tout cas, si tu veux, si t'es pas trop exigeant, que des moyens formats. C'est comme, en gros, le problème de ces appareils-là, c'est que c'est difficile de s'équiper à moins de, enfin, chaque objectif, c'est 1000 balles, et puis chaque nouvel appareil photo, c'est 4000 balles, tu vois. Donc, c'est pas comme les full frame où tu as moyen d'être plutôt autour de 2000 balles quand tu t'achètes un objectif. Enfin, tu as des objectifs ici qui coûtent 400 balles et qui sont vraiment bien, tu vois. Donc c'est moins cher. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est moins cher, la résolution est correcte, la plage dynamique est correcte. Donc ça reste vraiment très très intéressant. Mais bon, c'était juste pour revenir sur le fait que le moyen format, voilà, je ne déconseille pas le moyen format. Je pense vraiment que c'est bien, mais ça coûte un peu plus cher, quoi. Voilà. Et maintenant, on va juste terminer avec une chose. Comme je te disais en introduction, je voulais parler rapidement du marché de l'occasion. Parce qu'on a des phénomènes assez chelous où, par exemple, c'est pour ça que moi, le marché de l'occasion, je conseille pas vraiment, en fait, où il faut vraiment pinailler et chercher bien précisément ce que tu vas acheter parce que tu as des situations comme ici, par exemple, où tu as des appareils photo qui sont d'occasion, donc ont déjà servi, qui sont avec des traces d'utilisation, il y a eu de la poussière dessus et que sais-je, quoi. Enfin voilà, c'est utilisé, c'est pas neuf. Une seule année de garantie, évidemment. Et ça coûte 1400 euros, autour de 1400 euros. Bon, bah, si tu regardes le Canon, en fait, il est en train de subir une dévaluation là, du prix du neuf actuellement, ce qui fait que maintenant, il coûte 1400 euros. Et encore, hein, parce que là, en fait, il coûte 1400 euros parce qu'il y a l'inflation. Il faut comprendre que l'inflation, entre 2020 et 2024, ça fait que les prix augmentent de genre 4% par an ou un truc comme ça, quoi. Donc, les prix aussi sont gonflés par rapport au prix de base. Enfin, ils trichent avec les prix, quoi. C'est assez chelou, en fait, de comprendre comment ils font, là. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, surtout, là, c'est que ce qui se passe ici, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique, c'est que tu as des gens, ils achètent un appareil photo R8 à 1800 euros. Ils l'utilisent 2 ans, 1 an, 2 ans, ils veulent le revendre parce que, voilà, ils veulent partir sur le R5 ou que sais-je, tu vois. Et du coup, quand ils vont vouloir revendre cet appareil photo-là, ils vont se dire, ok, je l'ai acheté 1008, 1009, et maintenant je le revends, je vais le revendre 1300, 1200 euros. Et puis leur vendeur, il va se faire une petite marge dessus pour mettre sa garantie et tu sais, la vérifier la qualité, il met une garantie d'1 an dessus. Donc voilà, peut-être le mec qui a voulu revendre son appareil photo, il a déjà perdu quasiment la moitié du prix, tu vois. Parce que il y a forcément une marge de, je sais pas combien, mais je connais pas les marges, mais on va imaginer qu'il se prend au moins 50 euros sur le boîtier. Je pense plus, parce que le temps de vérifier, le temps machin, de stocker, il doit se prendre une certaine somme d'argent dessus. Donc en fait, tu te retrouves comme ça, vu que le client demande un certain prix pour le boîtier, et, genre il en demande 1000 euros au vendeur. Le vendeur, du coup, il se met sa marge, et il se retrouve du coup bloqué à mettre des prix en fait qui sont de l'occasion, et ça vaut le même prix que du neuf en fait. Voilà. Ouais, c'est pas que sur ce boîtier-là, hein. Moi, j'ai regardé, et c'est pas non plus que chez les vendeurs professionnels. C'est vraiment les revendeurs professionnels. C'est vraiment un truc qui tu as partout, même sur le Bon Coin, par exemple. Moi, je regardais le Z30, je voulais voir si les prix qui valaient. Sur le marché, enfin, en occasion directe, hein, de particulier à particulier. Et là, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que tu as un boîtier qui est disponible à l'achat neuf et qui vaut 700 euros. Et sur le Bon Coin, tu le trouves à 800 euros, 800 euros, 900 euros avec un objectif de merde. Enfin, les objectifs kits, là, les trucs tout pourris, là, qui ferait mieux de pas commercialiser. Donc, voilà. C'est c'est pas vraiment bien, quoi. Enfin, je veux dire, le marché de l'occasion, c'est pas vraiment intéressant. Je trouve que faut vraiment piocher, comme je te dis, il faut vraiment fouiller la bonne occasion, etc. Et au final, vu qu'on a aussi qu'un an de garantie, bah, je trouve que c'est un peu dommage aussi parce que ça arrive les pannes, hein. Et puis, bah, t'es bien content quand t'as ta garantie. Donc moi, en vrai, moi, je préfère avoir une garantie de 2 ans et payer 200 euros de plus avec un produit neuf qui n'a pas une poussière dessus, tu vois, qui est vraiment sorti de la boîte, qu'un boîtier qui coûte, tu sais, d'occasion, qui vaut certes peut-être 200, 300 euros moins cher, mais qui garantit qu'une seule année,
et en plus tu sais pas où il a traîné, quoi. Tu sais pas ce que les gens en ont fait réellement, t'as peut-être une mauvaise surprise à un moment donné, tu vois. Et si elle arrive au bout de 1 an et 1 mois, bah c'est pour toi, quoi, tu vois. Donc le marché de l'occasion, c'est pas intéressant, surtout que c'est trop cher en fait. Enfin, pour moi, du marché de l'occasion, ça devrait être moitié prix. Quand tu achètes un truc 300 euros, tu veux le revendre d'occasion, tu le revends moitié prix. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Voilà, une garantie d'1 an, c'est que dalle, hein. Franchement, il faut arrêter avec les garanties d'1 an. Moi, je trouve pas que ça soit séduisant. 12 mois, ça passe très très vite, hein. 12 mois, c'est la moitié le temps de garantie que 2 ans. Enfin, c'est évident ce que je dis, mais ça compte, hein, ouais, quand tu utilises un boîtier quotidiennement. Entre 12 mois et enfin en 12 mois, il peut s'en passer des choses, quoi. Donc voilà, moi je trouve que le marché de l'occasion c'est assez biaisé. Il y a des prix qui sont, comme on voit, farfelus, ou d'occasion si tu payes plus cher que des produits neufs, avec moins d'atouts, quoi. Voilà, c'est tout. Donc moi, ce que je conseille, hein, c'est toujours pareil, acheter du neuf, des hybrides, et puis ouais, des hybrides et tout ce qui est compatible avec le plein format, ou éventuellement de l'occasion, hein, pourquoi pas si tu trouves des bonnes affaires, que ce soit en plein format ou en moyen format. Après, c'est vraiment à toi de faire un choix. Le choix le plus recommandable, évidemment, c'est le plein format, parce qu'il y a beaucoup de choix et il y a des offres vraiment accessibles, notamment sur les objectifs en focus manuel. Donc, donc voilà, et puis c'est plus concurrentiel, donc forcément, si plus il y a de concurrence, plus il y a de nouvelles technologies pour faire la différence, et plus les prix sont tirés vers le bas aussi. Contrairement au moyen format, où tu as Fujifilm qui règne en maître, parce que de toute façon, derrière, il est en concurrence avec des boîtiers beaucoup trop chers, genre les Phase One et puis les Hasselblad, quoi. Donc, comme ils sont tout seuls, ils font un peu ce qu'ils veulent au niveau des prix aussi, quoi. Et puis, ils n'ont pas trop à se fouler sur les niveaux de technologie. De toute façon, il n'y a personne pour les mettre pour leur faire peur, quoi, tu vois. C'est tout ce qui est arrivé à Nikon, par exemple, ça peut pas arriver à Fujifilm, tu vois. C'est Nikon, ce qui s'est passé avec Nikon, c'est qu'ils ont sorti, le Z6 et le Z7, et les gens, ils ont fait bouh! Et du coup, ils ont sorti le Z6 II et le Z7 II, et les gens, ils ont refait bouh! Et après, ils ont sorti le Z8 et le Z9, et là, les gens, ils ont applaudi. Et du coup, ils ont sorti là, ils ont dit on arrête le Z7 et on sort le Z6 III. Tu vois. Et du coup, là, maintenant, ça va. Nikon, ils sont rentrés dans la course très récemment avec le Z8 et le Z9. Mais voilà, c'est possible parce que tu as Sony et Canon qui présentent des trucs irréprochables en hybride, alors que bah, justement, le problème du moyen format, hein, s'il y a un truc il y a deux arguments pour pas aller vers le moyen format, c'est que c'est peut-être trop haute résolution pour la plupart des gens, et du coup pas forcément hyper accessible à cause de ça. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc les choses évoluent pas. Et l'autre, les marques dominantes sont un peu comme Microsoft dans le monde des systèmes operating systems, des systèmes d'exploitation d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ils n'ont pas trop à se bouger. Donc voilà, bah, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus rien à dire. Ciao.